Bonjour à tous, j'espère que vous l'avez tous déjà vu, cette exposition. Elle se poursuit jusqu'en janvier. Merci d'être venus aussi nombreux à cette projection d'Othello. Alors d'abord un mot sur la copie que vous allez voir. Othello est un film qui a été restauré, et ça arrive parfois pour les restaurations. Cette restauration ne nous convient pas. Voilà. Et le problème des restaurations, c'est qu'elles ont toujours tendance à effacer ce qui a été fait avant elles. Donc, il devient difficile de projeter Othello dans la version que les spécialistes d'Orson Welles estiment la plus juste, la plus proche des intentions de son auteur. Donc vous allez voir une copie 35 mm qui est bonne photographiquement, mais qui est un peu usée, parce que nous l'avons beaucoup passée, et parce que c'est la dernière, à notre connaissance, qui subsiste. Voilà, donc il va y avoir quelques scratchs, quelques rayures. Ce n'est pas du numérique, mais en revanche, c'est la bande-son voulue par Orson Welles, ce qui n'est pas toujours tout à fait le cas des restaurations ultérieures. Ensuite, vous dire que cette projection sera suivie d'une table ronde où nous parlerons des rapports féconds entre Orson Welles et William Shakespeare. Et pour ce faire, je serai entouré de 3 éminents spécialistes, dont 2 sont déjà dans la salle. Julie Vatinkovdir, Simon Callow et François Thomas, qui va venir nous rejoindre. Et cette table ronde sera elle-même suivie d'une séance de dédicace à la librairie, donc vers Bernard, 17h30. Voilà, vers 17h30, vous pourrez retrouver moi-même et les auteurs, donc puisque tous les 3 ont participé au catalogue de l'exposition qui est publié à la table ronde et qui s'intitule comme l'exposition My Name is Orson Welles. Donc juste après la projection, on laissera filer évidemment ceux qui veulent filer, et puis il y aura tout de suite, pour entamer la conversation, un extrait d'une passionnante interview dont vous pouvez d'ailleurs retrouver la transcription dans le livre, que Welles a donné à un spécialiste de Shakespeare qui s'appelle Richard Marienstrass, et donc où il dit quelques mots de sa conception de l'adaptation shakespearienne. Voilà, je vous laisse avec Othello, bonne projection et à tout à l'heure. Voilà. Afin de simplifier la circulation, parce qu'il n'est jamais pas facile de passer des extraits de films pendant une conversation, écoutons tout de suite Orson Welles en train de parler de Shakespeare. Donc, premier extrait de cette interview avec Richard Marienstrass, avant de rejoindre tout de suite nos invités. We were speaking of this feeling that I have that Shakespeare was a country boy. He came from a pastoral world and never lost that feeling. I believe that the court was evil. You find that in Hamlet, you find it in Lear, you find it throughout, that there's something essentially corrupt in the power politics of the court, and you can understand how he would have felt about it if you have only to read English history at that time.
other hand, he always tries to give some kind of justification to his king, except Our king, not the court. Oh, no. Big distinction, because the mystique of the king in his mind, although it isn't true, went back to the beginnings of time in England. Of course, we know it didn't. But in his mind, he had no way of knowing that the idea of the divinity of kings was relatively modern, 150 years old. But he certainly had no way of knowing, he had no such information as we have now, that what preoccupied Richard II and Henry VI and Henry V and so on, the whole idea of the special sacrament of the crown, that was a very real idea to him. And that surrounding the crown was corruption, but that the crown itself, no matter who carried it, was itself some kind of holy grail. Tension, because Richard II, for instance, he shows as a corrupt king. Yeah. So he is as corrupt or weak or whatever. He's very complicated, you know. It's you can never oversimplify him. Only directors do that. Mais le grand ennemi de Shakespeare, c'est le metteur en scène. Mais comment faire pour le présenter sans metteur en scène? Avec un metteur en scène, avec le correct mesure que c'est un servante, pas seulement de Shakespeare, mais de comédienne. La tradition académique est morte. Je suis tout à fait pour ça. Mais maintenant, je ne parle pas de cinéma maintenant, je parle de théâtre. De théâtre, je trouve que le metteur en scène est devenu trop fort. Pour Shakespeare? Oui, pour Shakespeare, oui, et aussi pour le théâtre. Parce que la base du théâtre, c'est le comédien. Et après le comédien, la pièce. Dans cet ordre. Pas le texte d'abord, le comédien d'abord. Oh non, absolument. Parce qu'avant le texte dans l'histoire du théâtre, il y a le comédien. Oui, de l'art, aussi dans le temps préhistorique, aussi dans tout le pays, aussi en Angleterre avant Shakespeare. Et Shakespeare même était un comédien comme Molière. C'est pas un accident qu'il ait joué Iago, le meilleur rôle dans l'Othello. For me. Alors, je sais que c'est un paradoxe, mais pour moi, la tradition, en général, c'est mieux que comme l'expériment. Et pourtant, votre Macbeth va très contre les traditions. I have to say this, every director who makes a Shakespearean play or movie, every actor who makes a Shakespearean play or movie can only do one little piece of that. Shakespeare can only realize part of it, because Shakespeare was the greatest man who ever lived, and we are poor moles working under the ground, and all we can do is bite some little thing. But what we bite should be real and not perverse. Ça doit être en anglais et en français, si vous voulez bien prendre place. Anaïs Duché qui traduira les propos de Simon Callow. Simon Callow. François, Julie. Voilà,
juste quelques mots. Donc Simon Callow, on vous l'a déjà présenté l'autre jour. Il est comédien. J'ai redécouvert que, par exemple, il était dans Amadeus de Miloš Forman. Quand nous avons fait la rétrospective Miloš Forman, je l'ai vu dans cette salle Henri Langlois. Il est l'auteur d'une monumentale biographie de Orson Welles en 4 volumes. Nous attendons le 4e, Simon. Et il a aussi écrit sur Charles Laughton, que Wells aimait beaucoup d'ailleurs, ou sur Dickens, dont il est aussi le spécialiste et le biographe. François Thomas est professeur à la Sorbonne Nouvelle. Il a écrit de nombreux livres consacrés à Orson Welles, souvent en compagnie de Jean-Pierre Berthomé, qui nous manque beaucoup, parce que vous le savez, Jean-Pierre Berthomé est disparu il y a quelques semaines, et nous avons demandé, et nous sommes très fiers et heureux qu'il ait accepté à François Thomas d'être le conseiller scientifique de l'exposition My Name is Orson Welles, en compagnie de notre ami catalan Esther Riambo. Et enfin, Julie Vatinkov-Dir est elle aussi universitaire, elle est maîtresse de conférences à la Sorbonne. C'est une spécialiste de la scène américaine, du théâtre américain. Donc nous parlerons avec elle, entre autres choses, de Orson Welles à Broadway, en train de s'attaquer à Shakespeare, et ils ont tous participé à des degrés divers à ce livre que je vous montre, My Name is Orson Welles, qui est le livre de l'exposition, plutôt le livre, c'est un livre collectif plus qu'un catalogue, qui est publié aux éditions de la Table Ronde et que nous aurons le plaisir de dédicacer sur la mezzanine tout à l'heure, après cette conversation. Si vous voulez bien, chers amis, on va commencer par parler d'Othello, puisque le public vient de le voir ou le revoir. Qui voyait Othello pour la première fois? Voilà. Et qui l'avait déjà vu? 50-50, à peu près. Oui, François l'avait déjà vu. Alors, honneur à vous, cher Simon. Othello, mise en scène par Orson Welles. J'aimerais qu'on parle d'abord, puisqu'il vient de le dire lui-même, que Orson Welles est souvent la victime des metteurs en scène. On croirait un critique de théâtre quand il dit ça, qui se heurte à ce qu'on appelle le primat du metteur en scène. Mais parlons d'abord peut-être du Orson Welles adaptateur de Shakespeare. Quand il s'attaque, et je poserai la même question à François et à Julie, quand il s'attaque à une œuvre comme Othello, comment se comporte Welles? On peut être frappé par sa liberté, parce que, évidemment, c'est la pièce de Shakespeare, mais ce n'est pas le texte intégral. Il se permet de grandes libertés, il coupe, y compris dans les vers, peut-être, vous allez nous le dire. Comment se comporte Orson Welles en adaptateur de Shakespeare? Yeah. Okay. He started as an adapter of Shakespeare at a very, very early age. So this I did when he was 14 and 15 at school. And he created a compendium or a compression of a number of the English history plays. He stopped halfway before he left Todd's school and, as it were, ran away to become an actor. But the idea of adapting, compressing, changing Shakespeare's, not so much the text, but the dramaturgy of the plays was absolutely a part of his life as an actor from this very, very early age. He then had the experience of working in a theatre in Dublin, the Gate Theatre in Dublin, run by Michael McLearmore, who plays, of course, Iago in this, and Hilton Edwards, who plays Brabantio. These two men ran a theatre in Dublin, which was in fact dedicated to rather modern ideas of production, but but very, very, very close to and faithful to the texts. And Wells was
much looser with the texts. And he applied sort of collage techniques, as you would inevitably have to do. That was a lot. Sorry, à vrai dire, Orson Welles, il a commencé très très jeune, dès ses années de lycéen à 14-15 ans, à adapter Shakespeare, et notamment il avait fait une compression, il avait comme ça mis ensemble certaines des pièces historiques. Il s'est arrêté en cours de route pour ensuite commencer sa vie d'acteur, mais l'idée d'adapter, d'amender, de modifier, non pas tellement le texte, mais la dramaturgie, ça a toujours fait partie de sa vie déjà d'acteur, de jeune acteur. Il est parti travailler à Dublin, dans ce théâtre qui s'appelle le Gate, qui était tenu par Michael McLeod, qui joue Iago dans le film, et Hilton Edwards, qui joue Brabantio dans le film. Et déjà, ce théâtre à Dublin avait des idées assez modernes sur la mise en scène et les productions, mais avec une très grande fidélité au texte. Ce qu'Orson Welles avait un petit peu moins, il prenait peut-être plus de liberté, mais il procédait un peu comme un collage. But I should emphasize that when he was in Dublin, he was only 16 years old. And Michael McLeod, who, again, to repeat, plays Iago in this film, played Hamlet, and Wells played both Fortinbras and the ghost of Hamlet's father at the age of 16, and was admired for doing so very much. So that gives you a sense of his early understanding of Shakespeare, but that was always at the heart of his thinking was how to increase the theatricality of the plays, to tighten them up, to rearrange them. That never struck him as a transgression. That was simply the way you made the plays live now. Et donc, dès l'âge de 16 ans, ce qui est extrêmement jeune, il s'est mis à jouer à Dublin des personnages shakespeariens. Par exemple, Michael McLeod, qui encore une fois joue Iago ici, jouait Hamlet, et Wells jouait notamment le fantôme du père d'Hamlet à ce très très jeune âge. Donc il a eu une sorte de compréhension très précoce de Shakespeare, et a toujours cherché à essayer d'augmenter la théâtralité dans les pièces shakespeariennes, et qu'il ne voyait pas du tout comme une transgression, mais c'était plutôt une manière de les faire vivre, de les rendre vivantes. And so I'll just sort of wind that thought up. So he then started to direct. He acted in a production of Romeo and Juliet, in which he played Mercutio initially, and then later Tybalt. But it wasn't really until he was invited by John Houseman to join the Federal Theatre Project, the Negro Project, that he did a production of Macbeth, which was so utterly and totally reimagined in theatrical terms, with an all-black cast, and set as a kind of, I say in my book, a barbaric cabaret, of dazzling brilliance and theatrical effect, and marshaled his black actors to give performances of great emotional freedom and power. And that it was, in a way, I think, a harbinger of his work in film, Shakespeare in film, but I'll leave that et donc en termes ensuite, il a joué dans une production dans une mise en scène de Roméo et Juliette, dans laquelle il a d'abord joué le rôle de Mercutio, puis celui de Tybalt. Mais c'est seulement quand il a été invité aux États-Unis de retour par John Houseman pour le Federal Theatre Project, donc ce projet national, et à l'intérieur de ça, donc cette production entièrement 100% noire de Macbeth, où il a fait une réimagination absolument totale. Donc là, en tant que metteur en scène cette fois, il a vraiment complètement réinventé, ou en tout cas réimaginé la pièce avec une distribution donc 100% noire, qui décrivait comme une sorte de cabaret barbare, et où il a vraiment laissé libre, il a encouragé tous ces acteurs noirs à faire des interprétations extrêmement libres et puissantes. Et ça a été vraiment un marqueur très fort qui a sans doute joué ensuite dans sa façon d'envisager Shakespeare ensuite au cinéma. François Thomas. Revenons sur la liberté, comme a dit Simon, que Wells prenait avec le texte. Le principe, c'est vraiment Shakespeare propose, Wells dispose. Et c'est au point que, tout d'abord,
Vous pourriez penser que dans des films shakespeariens, il y aurait plus de dialogue que dans les autres films de Wells, quel que soit leur sujet, qu'il s'agisse de scénarios originaux ou pas, et c'est absolument l'inverse qui se produit. Donc Wells d'abord coupe énormément, il coupe 50% de Macbeth, dans Falstaff, qui amalgame plusieurs pièces de Shakespeare, principalement les deux parties de Henri IV. Il ne reste plus que 20% de chacune des deux pièces, et sinon il se permet vraiment toute forme de liberté, en changeant l'ordre des scènes, en changeant l'ordre des répliques à l'intérieur des scènes. Par exemple, dans Othello, le discours au Sénat, vers le début du film à Venise, c'est l'amalgame de deux répliques en réalité, mais à l'intérieur de ce long discours, vous avez des vers qui sont absolument dans le désordre. Bien entendu, il enlève des scènes, mais il raccourcit des répliques, il donne des répliques d'un personnage à un autre personnage. Dans Macbeth, il crée même un personnage composite, le prêtre, dont les répliques viennent d'une demi-douzaine d'autres personnages, dont Macbeth lui-même. Il faudra aussi parler du fait que parfois il double lui-même les personnages secondaires, j'essaierai d'y revenir après. Bon, vous avez compris, il s'agit vraiment de donner l'illusion que l'on entend véritablement la pièce, c'est-à-dire que si vous revoyez trop Macbeth de Wells, quand vous retournez le voir au théâtre, vous êtes surpris, tiens, il n'y a pas de prêtre. J'ai aussi prendre des exemples dans Falstaff. Donc, j'ai dit qu'il y avait deux pièces principales, mais il y en a trois autres auxquelles Wells emprunte, et c'est vraiment dans le désordre le plus total. Par exemple, dans Falstaff, à un moment, il y a trois personnages successivement qui sont abattus au sens figuré, après la grande bataille de Shrewsbury. J'espère que vous suivez, Simon, parfaitement. Donc, vous voyez d'abord le roi abattu, c'est l'invocation au sommeil qu'il a quitté depuis longtemps, tellement il a de soucis. Ensuite, vous voyez le prince Hal abattu, puis Falstaff. Eh bien, les trois scènes dont je vous parle sont absolument dans l'ordre inverse des pièces, au point que la troisième est non pas dans la deuxième partie de Henri IV comme les deux autres, mais dans la première partie, premier acte, scène 2. Enfin bref, c'est une recomposition totale. Et puisque, en parlant de ça, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser au fait que Wells double lui-même ses personnages secondaires, ici, il double entièrement Roderigo, il double deux autres personnages, dont Montano, et même certaines répliques de Iago. Il faut vraiment tendre l'oreille pour s'en apercevoir, mais c'est la voix de Wells qui sort de la bouche de Malcolm McLaren. Julie va encore dire. Oui, ce qui est très impressionnant, je trouve, c'est la formidable autorité avec laquelle Wells s'attaque à Shakespeare. C'est peut-être très américain aussi, hein, et ce, dès son plus jeune âge, comme Simon l'a rappelé. Au sortir de la Todd School, il a édité avec son professeur et mentor Roger Hill plusieurs pièces de Shakespeare sous le titre Everybody's Shakespeare, donc Shakespeare pour tout le monde. Le titre lui-même insiste sur le côté on a tous le droit d'aller voir Shakespeare et de s'en emparer. Et au début, il y a une petite préface des auteurs aux élèves qui souhaitent étudier Shakespeare, et le premier mot c'est don't. Read him, enjoy him, and act the plays. Donc surtout ne pas étudier, mais lire, se faire plaisir avec le texte et le jouer. Et donc je crois qu'on a là un peu un résumé de toute son approche. C'est une approche par le comédien, comme il l'a rappelé dans l'histoire. Et on sent aussi dans les adaptations, hein, comme François le rappelait, il manque la moitié des vers de Shakespeare. En revanche, le ressort tragique est tout à fait là. Il est là dès le début. On est dans l'artifice, puisque dès le début, on nous montre la fin. Mais le ressort tragique shakespearien est entièrement tendu dès le début. Il ne manque rien de ça. Alors, le travail de comparaison des textes, je ne l'ai pas fait sur Othello, mais je l'avais fait sur une pièce qu'il a montée à Broadway, qui est une autre pièce élisabéthaine, le Faust de Marlowe. Et j'avais étudié le premier monologue, et c'est exactement ce que tu décris, François. Les vers sont recollés. Il n'y en a pas un qui est dans l'ordre.
Et pourtant, c'est le grand monologue où Faust décide de renoncer au salut. Et pourtant, les intentions de Marlowe, les images, le côté très sombre sont absolument là. Et c'est impressionnant de voir que même très jeune, parce qu'à Broadway il a 20 ans, il a l'autorité pour faire ce genre de choses. Alors, Julie, puisque vous avez la parole, gardez-la. Simon Callow a commencé à faire allusion à ce fameux Macbeth vaudou que Orson Welles, tout jeune, il a 23 ans, 20 ans. voilà, monte d'abord à Harlem avant de descendre vers Broadway, puisque la pièce est reprise. Alors, c'est drôle parce que cet homme-là qui dit en gros les metteurs en scène en font trop, ils prennent trop de pouvoir, Shakespeare ça doit d'abord être l'acteur, puis la pièce, et enfin seulement le metteur en scène, lui, jeune metteur en scène à New York, prend quand même Macbeth et le transforme, avec tout ce que j'ai lu, il nous reste que très peu de traces de tout ça, mais surtout chez vous, il le transforme en Haïti, ça se passe à Haïti, ça se passe sous le roi Christophe, et les sorcières écossaises de Macbeth deviennent des sorcières vaudou. Donc la liberté qu'il prend est quand même totale. Aujourd'hui, je pense que ça serait peut-être assez banal, parce qu'effectivement, les metteurs en scène se sont tout permis avec les pièces de Shakespeare, mais à l'époque, cette audace dans la transposition, est-ce que c'est quelque chose de très nouveau? Oui, je pense que Wells a initié une certaine façon de prendre des libertés avec Shakespeare et de les contextualiser. C'est la même chose avec le Jules César qu'il a monté à Broadway un peu plus tard, et dans lequel les personnages avaient des uniformes fascistes. Il a monté ça pendant la montée des périls, avec un parallèle avec la situation, ce qui se passait en Europe, et depuis, tout le monde adapte Jules César en le recontextualisant sous une dictature particulière, alors que Wells était le premier à l'avoir fait. Mais pour en revenir au Macbeth vaudou, en fait, la troupe fédérale noire de Harlem, dans le projet de théâtre fédéral, ça faisait partie du New Deal de Roosevelt, pour donner du travail à tous les gens de théâtre qui n'en avaient plus. Les États-Unis, pendant 4 ans, ont subventionné le théâtre. Et donc il y avait une troupe noire à Harlem qui voulait monter du classique, et c'est comme ça que John Houseman est venu chercher Wells en lui proposant de monter une pièce, et il a dit ce sera Macbeth, et je le transpose dans le Haïti du 19e siècle, à l'époque du roi Henri Christophe. Donc ça fait à la fois visuellement c'est très beau, les uniformes, et puis il avait une troupe absolument énorme, comme justement c'était le projet de théâtre fédéral. À 20 ans, il avait 167 personnes sous ses ordres, je crois, enfin quelque chose de vraiment qui n'aurait jamais été possible dans un autre contexte. Il y avait beaucoup de gens sur scène avec beaucoup de beaux uniformes, un décor de jungle un peu expressionniste qui rappelait un peu l'Empereur Jones de O'Neill aussi, des images très très fortes. Et donc ça c'est quelque chose que la critique a beaucoup remarqué à l'époque. Les sorcières de Macbeth, quand elles sont jouées sur scène en vieilles femmes avec des bâtons, souvent on n'y croit pas trop, ça ne marche pas très bien. Alors que les sorciers vaudous de Wells, ça marchait très bien. Il a fait venir une troupe de percussionnistes avec, d'après lui et d'après Houseman, un véritable sorcier. On les entendait, ils ont sacrifié des chèvres dans le sous-sol du théâtre pour faire les tambours. Il y a même un critique qui avait mal commenté la pièce et qui, d'après Wells et Houseman, en est mort. Donc c'est quelque chose qui fait que... Mais Wells, je pense aussi, avait envie de mettre son nom dans l'histoire de la scène new-yorkaise par un coup d'éclat, avec cette première mise en scène shakespearienne à Broadway, à 20 ans, avec énormément d'acteurs et de figurants, et un concept très très puissant. Simon Callow. But we shouldn't make the error of thinking that Wells invented the idea of transposing Shakespeare. It was very common when I wrote in my first book about his production of Julius Caesar, which was set in fascist uniforms, and I said what a radical and brilliant idea this was. I got a letter from a man who said, I did that in Detroit 2 years before. It was in the air, but Wells had incredible. But just we need to keep reminding ourselves that he was 21, and to take on this undertaking heroically, working, 26 hours a day to get it on stage with a group of people who had almost never ever done, certainly never done Shakespeare and never done plays before, was
an utterly extraordinary phenomenon. How Shakespearean it is a very difficult question to answer. I mean, it's a brilliant transposition. The film that we've just seen is a brilliant, staggering visualization of a world in which Othello can take place. But it's very much, the visual dimension predominates. And sometimes, you know, I mean, he was finding his way, as we all know. It was an utterly chaotic shoot. I mean, crazy. Mad shooting, as he often said, if ever anybody's back is to the camera, then it isn't the actual actor who played the part. And sometimes a scene between apparently two people will take place on different continents because of the constant improvisation of it. The question is whether the visual dimension helps to, or faithfully releases the material, the play itself. And this is always the argument about Wells and his Shakespearean experiments, I think we should call them. There are points where this film turns into a sort of horror film, Hammer House of Horror film. And then there's the whole other question, which we may wish to talk about now or not, which is Wells himself as an actor, which we need to look at. Alors ne faisons peut-être quand même pas l'erreur d'imaginer que Wells a inventé l'idée de transposer les pièces shakespeariennes en les mettant un petit peu au goût du jour de l'actualité, en tout cas de l'époque, parce que quand, dans mon premier volume, j'ai écrit que c'était brillant cette idée de transposer Jules César dans le monde fasciste, l'Europe fasciste. J'ai reçu un courrier de quelqu'un qui s'offusquait, qui disait non, moi je l'ai monté à Détroit 2 ans avant, 2 ans plus tôt. Donc simplement pour dire que c'était sans doute dans l'air du temps et que son jeune âge évidemment aussi joue pour lui, à seulement 21 ans, de se lancer dans cette entreprise incroyable, de se consacrer entièrement à en plus monter une pièce avec une troupe qui non seulement n'avait jamais joué Shakespeare mais n'avait jamais joué au théâtre pour la plupart. C'était une prouesse extraordinaire. Ensuite, pour le côté cinématographique, Othello, peut-être encore plus shakespearien, c'est vraiment une visualisation du monde dans lequel Othello aurait pu évoluer. Et vraiment, dans cette adaptation cinématographique, on se voit que le visuel prédomine. Et c'est d'autant plus remarquable que le tournage s'est passé dans des conditions un peu dantesques, a changé tout le temps de lieu. Par exemple, quand on voit un personnage de dos, on est à peu près certain que ce n'est pas l'acteur qui joue le personnage qui est présent. Quand on voit 2 comédiens qui se donnent la réplique en chant contre chant, régulièrement, en fait, ce sont les plans étaient tournés sur des continents différents, puisqu'il passait son temps à improviser en fonction de ses moyens. Donc, c'est cette dimension visuelle, finalement, ce résultat visuel qui impressionne, et on se retrouve avec aussi parfois un film qui confine au film d'horreur, un petit peu au fil du film. Et après, il faudra aussi parler de Wells comme acteur. Alors on parlera de Wells comme acteur, mais puisque Simon parle de film d'horreur, je vous pose la question, Julie, et à toi aussi, François. Vous dites, Julie, que dans ces mises en scène de Broadway, il essaye de retrouver le viscéral de Shakespeare, derrière le classique, comme ça, des lettres un peu empesées, peut-être, et que ce viscéral, c'est quelque chose de très important dans le théâtre élisabétain, parce que Shakespeare était bien sûr un intellectuel, un artiste, mais c'était aussi un saltimbanque qui avait le public à quelques mètres de lui. Est-ce que vous pouvez développer cette idée qu'il essaye de faire ressortir dans les pièces de Shakespeare, qu'il monte le côté viscéral de façon à vraiment impressionner le public, puisqu'on parle de films d'horreur? Oui, de ce que j'ai lu dans les archives, j'ai pas vu ces pièces évidemment, mais je crois que pour Wells, le public était là pour ressentir des choses très fortes. Donc il noie le public
dans des bruits, des sons très forts sur scène, les tambours dont je parlais tout à l'heure, mais pour le Faust, il avait fait construire un système spécial de sonorisation de la salle, il faisait vibrer les sièges tellement c'était fort, les bruitages. Visuellement aussi, il fait disparaître des personnages, il construit des décors sur 3 étages dans Macbeth. Aujourd'hui, on dirait peut-être qu'il fait du théâtre immersif. Presque, même si le spectateur ne déambulait pas, mais dans le côté vraiment, les sens sont presque saturés, je pense. C'est ce qu'il essayait de faire pour ses spectateurs. Et c'est vrai que les époques du théâtre qui enflammaient son imagination, c'était, je crois, l'époque élisabéthaine, et aussi le 19e, avec les grandes émotions des grands spectacles. Mais le Grand Guignol même. Presque, oui, complètement. Mais ce qui l'intéressait moins, c'était justement l'approche de Catherine McClintock qu'il avait dirigée dans le Roméo et Juliette, un Shakespeare plus policé, plus intellectuel, avec des vers cadencés selon la diction bensonienne de l'époque. C'est moins ça qui l'intéresse, lui il recherche une diction plus naturelle et des grandes émotions. J'ajouterais premièrement que la totalité ou la quasi-totalité des spectacles de Wells était dépourvue d'entracte. Il s'agissait vraiment, comme tu l'as dit, de quelque chose d'immersif. Vous êtes empoigné et on ne vous lâche plus, notamment parce qu'il y avait un rôle absolument énorme des transitions, notamment des transitions faites avec les bruits, avec les percussions dont Julie parlait. Ensuite, en ce qui concerne les traces, évidemment, il en reste. Pour Jules César, vous avez une merveilleuse émission radiophonique qui date de septembre 1938, avec la distribution de Jules César, avec de sa production, sa mise en scène, avec la musique de Mark Blitzstein qui avait été écrite pour la scène et qui avait été interprétée sur scène. Et là, même si c'est ralenti par le fait qu'il s'agit d'une adaptation radiophonique qui, elle, a une sorte d'entracte au milieu, vous avez une idée au moins de la diction des comédiens, avec notamment un Marc-Antoine interprété par George Cornwallis, que vous avez pu voir dans des films de genre noir ou autre, mais aussi chez Wells, c'est lui qui joue le banquier et tuteur de Kane dans Citizen Kane. Bref, c'est vraiment une expérience que vous l'écoutez. Et puis, tout à l'heure, à 18h30, si vous êtes libre, s'il reste des places, il y a la seule trace filmée d'une mise en scène théâtrale de Wells, c'est, par chance, je crois, c'est le Macbeth de 1966, le Macbeth vaudou. Alors attention, c'est pas le Macbeth tel qu'il a été représenté à Harlem, puisque ensuite, il y a 2 pièces de lui qui sont parties en tournée, Jules César et avant Macbeth, donc c'est probablement Indianapolis, et ni Macbeth ni Macduff sont les mêmes, mais vous avez une énergie absolument totale dans ces comédiens et dans le reste, même si c'est légèrement assagi par rapport à ce que l'on peut savoir avec les documents d'archives, notamment en matière de bruitage et de musique. Je ne sais pas si vous avez vu cette mise en scène, parce qu'il aurait dû être notre 4e invité aujourd'hui. C'est un metteur en scène de théâtre français qui s'appelle Arthur Nosiciel et qui a monté Jules César de Shakespeare avec des comédiens américains. Je sais que François l'a vu parce que nous nous sommes rencontrés au théâtre de Sceaux, au Gémeaux, le soir où j'y étais. Vous l'avez vu, Julie? Alors, François, quand tu vois la mise en scène d'Arthur Nosiciel, donc encore une fois avec des comédiens anglophones, est-ce que tu retrouves, toi qui as travaillé là-dessus, qui as vu des photos, qui as entendu des enregistrements, tu retrouves quelque chose du Jules César, fameux Jules César, chemise brune, entre guillemets, monté par Wells à Broadway? C'est évidemment impossible de ne pas y penser. Tu as fait la même réflexion forcément. Anna, ton assistante, qui était là aussi forcément, y compris parfois dans les couleurs. Et oui, c'était superbe. Notamment, j'ai adoré le fait que n'importe qui pouvait comprendre le texte, parce que l'une des difficultés avec Shakespeare, c'est ça, et une des difficultés qu'il a pu avoir ses producteurs. Dans Macbeth, les producteurs voulaient qu'il remplace peut-être pas un mot sur 3, il ne faut pas exagérer, mais toute une liste de mots, ça ne s'est pas fait. Et il y avait une diction qui était une diction, j'ai envie de dire, d'aujourd'hui. Et si je puis me permettre, donc Jules César, c'est vraiment celle que je connais le mieux aussi, parce que Simon a rencontré beaucoup des comédiens qui ont joué dans les pièces de Wells, notamment, je crois, presque toute la distribution de Chas and Midnight. Chas and Midnight, c'est à Belfast et à Dublin, en 1960, c'est la préfiguration, avec le même acteur dans le rôle du prince Hal,
de Falstaff, le film, avec le même titre original, Chimes at Midnight. Et pour ma part, j'ai eu la chance, donc j'avais 22 ans en 82, j'ai rencontré plusieurs des acteurs de Jules César, et la façon dont ils en parlaient, la façon dont ils le recréaient, j'ai rencontré Jules César, qui niait avoir été inspiré par Mussolini, alors que c'est ce que... enfin, il lui ressemblait quand même s'il le niait. J'ai rencontré Marc-Antoine, j'ai rencontré Sinan Poète et d'autres. Vous en sortez, vous avez l'impression de l'avoir vu, et vous avez l'impression que c'est la plus grande mise en scène théâtrale américaine du siècle dernier. But it's very interesting that in Othello, for example, and indeed it's true of Macbeth, Wells himself speaks with a very not modern diction. He as in many things in his life, he was drawn to two things simultaneously, and they might have been contradictory. So, in this film, which I admire immensely, I have to say, I think that Wells's performance would best be described as operatic. It's not, even if you hear Laurence Olivier, who made the film of Othello, well, he didn't direct it, and it was really just a film of the stage show, you'll find that Olivier is much more colloquial than Wells, and much freer with the verse. Wells is it's very measured, the way he speaks. It's quite, it's at odds with the energy of the film itself. And you find the same thing when he plays King Lear for Peter Brook. It's the same thing. It's curious. Because Wells, I said this 2 days ago, was, as someone so brilliantly said about him, a man of many nostalgias. And one of the nostalgias he had were for actors of a different epoch. And when he was in Ireland, he went to every single performance of Michael Clearmore's brother-in-law, who was called Anu McMaster, who everybody said was like a Victorian actor, and we have recordings of it, and like Wells, he quite often speaks rather slowly and very sonorously. And so Wells had this in his veins as well as his desire for immediacy. So the film is absolutely brilliantly physical and energetic and surprising, constantly visually surprising and unforgettable, really, every frame of this film. Somewhere in the middle of it is Wells giving a very different kind of performance from A, the performance of the other actors, but B, from the basic pulse of the film, which is interesting and surprising. Oui, dans Othello et Macbeth, on peut remarquer que Orson Welles a un phrasé qui, contrairement à ce que sa volonté dans cette adaptation de Shakespeare laissait penser, n'est pas très moderne. Il est attiré en fait par des choses assez qui paraissent contradictoires. On pourrait décrire son jeu comme assez opératique. Et d'ailleurs, dans la captation que l'on connaît de Laurence Olivier jouant Othello, il a une façon beaucoup plus familière et libre de traiter le texte. Là, Orson Welles le joue de façon extrêmement mesurée, un petit peu en opposition avec l'énergie, du film. Et ça, on le retrouve aussi dans Le Roi Lear qu'il a joué sur scène pour Peter Brook, ce qui est assez curieux, c'est-à-dire que on voit que ça nous ramène à cette phrase qui dit que c'était un homme aux multiples nostalgies. Et il avait notamment la nostalgie des grands acteurs de différentes époques. Et par exemple, en Irlande, il allait beaucoup voir des pièces très classiques, et notamment un acteur, donc Anu McMaster, c'est ça ? Qui était un acteur dit vraiment dans le plus grand style victorien, et qui déclamait avec beaucoup de lenteur, avec un côté un peu sentencieux comme ça. Et là, on voit que dans Othello, on a ce mélange d'immédiateté, de physicalité et cette lenteur. Et Wells, on sent qu'il est en décalage un petit peu dans son jeu avec les autres acteurs et avec la rythmique générale du film. Alors, pour parler un peu de Wells, acteur shakespearien, Simon a commencé à en parler. Dans les entretiens avec Peter Bogdanovich, il répond invariablement « c'est mon rôle », au sens de « c'est mon emploi ». Par exemple, dans Jules César, il joue Marc-Antoine,
Brutus. Brutus, pardon François, il joue Brutus. Et donc quand Bogdanovich lui dit pourquoi Brutus, il répond c'est mon emploi, c'est mon rôle, je suis fait pour jouer ce type de personnage, je suis fait pour jouer les rois, je suis fait pour jouer... Bon. Et en même temps, c'est plus compliqué que ça, il me semble, parce qu'il joue les rois peut-être, mais il joue aussi Falstaff, qui est le contraire d'un roi. Comment vous voyez l'acteur Orson Welles, Julie, dans ses choix de distribution? C'est quand même un acteur assez impressionnant, déjà, c'est un acteur formidable. Moi, c'est dans Falstaff que je le préfère, personnellement. C'est là où il m'émeut le plus. Il m'impressionne en Othello et en Macbeth, mais dans Falstaff, il m'émeut davantage. Qui a un rôle sans doute aussi plus... qui a à la fois du comique et du tragique, ce qui n'est pas le cas des deux autres. Après, les rôles qui semblent l'attirer au théâtre chez Shakespeare sont des grands rôles tragiques, beaucoup, mais pas tous. Il n'a pas fait de film d'Hamlet. Hamlet est un indécis, il choisit plutôt des hommes d'action, je crois. Alors on pourrait se poser la question pour Brutus. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux Sur Hamlet, autant le préciser, il a beaucoup fait à la radio. Oui. Donc il y a aussi toute une Bien sûr, part. il a beaucoup travaillé sur la pièce. Oui, il y a toute une part du travail de Wells que nous connaissons moins. Enfin, en réalité, on peut aujourd'hui très facilement la connaître. Autrefois, il fallait aller aux États-Unis écouter des bandes magnétiques. Aujourd'hui, tout est, ou presque, est sur Internet. Donc, il a fait beaucoup de radio. Il a commencé en 36-37 avec justement Macbeth, Hamlet, dans le désordre, Hamlet, Macbeth, et La Nuit des Rois en français, et à plusieurs reprises, il a interprété des bouts de Hamlet. Il a fait aussi un roi Lear en 30 minutes, donc il ne reste pas grand-chose, mais on comprend quand même à peu près l'intrigue. Et il est superbe en roi Lear. Vous savez qu'il voulait le faire aussi à plusieurs reprises. Il voulait le faire au théâtre dans les années 30. Et c'est aussi l'un de ses tout derniers projets. Donc en ce qui concerne, et puis je te redonne la parole, en ce qui concerne les rôles, en réalité, à mon avis, c'est imprévisible. C'est souvent des rôles plus grands que nature, mais effectivement, on ne peut pas dire que Brutus soit plus grand que nature. Et là, je n'ai pas d'explication pourquoi est-ce que son rôle c'est Brutus. J'ai envie de dire par élimination. Donc oui, je comprends qu'il ne puisse pas jouer Marc-Antoine, etc. Je te demandais juste dans La Nuit des Rois, qui est-ce qui joue Menu Corsino. D'accord. Oui, donc là, c'est pas du tout les mêmes emplois que ceux qu'on connaît dans non, mais là, c'est différent. Hein. Hamlet Macbeth, il n'est pas metteur en ondes, mais c'est lui qui fait l'adaptation, c'est lui qui travaille avec Bernard Herrmann, déjà le futur compositeur de Citizen Kane, de son personne, mais et il aurait voulu aussi qu'il fasse Macbeth, mais Herrmann avait refusé, et aussi bien sûr de quantité d'émissions radiophoniques. Donc il a un vrai apport dans ces émissions de 2 fois une demi-heure. Alors que dans La Nuit des Rois, là, il est uniquement acteur, comme il a été pour quantité d'autres émissions radiophoniques. Et, pardon, il y a autre chose qui me revient. Je peux. Je pense que l'un ou l'une d'entre nous en aurait parlé à un moment, mais c'est ces fabuleuses émissions des fin des années 60 chez Dean Martin, les talk shows, où il se transforme en Falstaff notamment. Donc très progressivement, il arrive, il se met dans une table de maquillage, et puis il se maquille, il met la barbe, la coiffure, la perruque, etc. Et à la fin, et tout ça avec une musique de fond, et tout ça en nous parlant. Je pense quand même qu'il a dû sacrément répéter pour garder le rythme du début à la fin. Et à la fin, eh bien, il nous récite merveilleusement la tirade en l'honneur du Sherry. Could I just say one thing? It's interesting about Othello that he played the part on stage in London after he'd made the film. But I think the stage production, as far as we can understand, bore no resemblance to the film whatever, and was not considered to be a success at all, either as a production or as a performance. But only 3-4 years later, he did a version of Moby Dick, which was a piece of pure and absolute theatre, of perfect genius,
But interestingly enough, he adapted it as if it were a performance given by an old-fashioned actor-manager who becomes Ahab. And when he played the old actor-manager, it was a little bit in école, Othello here. Othello, il est intéressant de remarquer que Orson Welles a joué donc Othello sur scène à Londres après avoir fait le film, mais que le film la pièce n'avait pas grand-chose en commun avec le film. D'ailleurs, elle n'a pas rencontré un grand succès, mais 3-4 ans après, il a joué sur scène une adaptation de Moby Dick, qui était vraiment du génie théâtral pur, puisqu'il a adapté donc avec une interprétation où en fait Welles jouait donc un directeur d'acteur, c'est ça, qui ensuite devient le capitaine Ahab. Simon, puisque vous en parlez, vous pouvez peut-être nous raconter l'anecdote où Orson Welles va voir la famille royale alors qu'il revient du St. James où il a joué Othello. Et alors, si vous vous en souvenez plus, moi je m'en souviens, il est invité à un dîner officiel et il leur dit « Je reviens du théâtre St. James où je viens de jouer Othello, j'ai tué Desdemone ou Shakespeare, selon le journal que vous lisez. » Voilà. Parce que disons que cette mise en scène que vous qualifiez de laborieuse a été pour le moins contestée. Là-dessus, oui François, vas-y. Il y a tout de même 2 points communs entre Othello au théâtre St. James et le film. Le premier, c'est que c'est le même compositeur, mais on ne sait pas exactement quelle musique. Enfin, j'imagine difficilement que c'est une autre que celle que vous avez entendue dans le film. Et l'autre, c'est tout simplement que Orson Welles a remonté Othello après la version que vous avez vue. Il a remonté pour les États-Unis et pour le Royaume-Uni. Et comme il était apparemment pas si satisfait que cela de la diction de sa Desdémone, la québécoise Suzanne Cloutier, il l'a fait doubler intégralement par la comédienne écossaise Gudrun Hurrey, qui jouait Desdémone sur scène à Londres. De même qu'il a redoublé lui-même 60% de son rôle en changeant la personnalité et de Desdémone et d'Othello par la post-synchronisation. Alors, question aussi sur quand on adapte Shakespeare au cinéma, on se heurte à des concurrents quand même sérieux. Alors, je crois qu'Orson Welles avait le plus grand respect pour Kurosawa et pour les adaptations de Shakespeare de Kurosawa. Est-ce qu'on peut parler de son point de vue sur celle de Laurence Olivier? Parce que c'est quelque chose qui est assez fascinant dans l'histoire du cinéma, de se dire qu'à la Mostra de Venise, en 1948, c'est bien ça. D'un côté, il y a le Hamlet néoclassique, c'est pas du tout une critique dépréciative, mais voilà, le Hamlet de Laurence Olivier est vraiment néoclassique. Et de l'autre, il y a le Macbeth barbare ou médiéval, ou voilà, comme disait Jean Cocteau, de Orson Welles. Comment vous voyez cette cohabitation entre ces 2 grands acteurs shakespeariens et aussi ces 2 metteurs en scène de théâtre et de cinéma qui ont adapté Shakespeare? Well, obviously Welles was, was a supreme filmmaker. I'm not sure if I heard, was it Laurence Olivier you were talking about? Yes. Laurence Olivier, I mean, his films, the films of Hamlet, Richard III, and Henry V, of course, starting with Henry V, were hugely successful in their day, and to the great distress of Orson Welles, who thought they were terrible. He thought they were exactly how you shouldn't do Shakespeare in cinema. And there's no question about it that Welles is the supreme filmmaker there. This, as a film, this is 100 miles ahead of anything Olivier did as a director. But, on the other hand, especially in Henry V, which I think to be the best of those 3 films, they did manage to create a sense, by framing it in the Elizabethan theatre, they created a wonderful sense of
theatrical freedom about it, and that was in itself pretty cinematic, I think. Hamlet, less so, and I think Richard III, I mean, thank God it preserves Sir Laurence Olivier's performance as Richard III, which is absolutely extraordinary, but qua film, it's nothing very exciting at all. En fait, vraiment, Orson Welles était un cinéaste prodigieux et ce qu'il a pu faire de Shakespeare cinématographiquement est quand même très supérieur à ce qu'a pu faire Laurence Olivier, même s'il a fait donc un Hamlet, un Richard III et un Henri V qui ont été de très très gros succès, mais aux grandes dames d'Orson Welles, qui les trouvait vraiment atroces et qui trouvait que c'était tout ce qu'il ne fallait vraiment pas faire en adaptant Shakespeare. Donc ce film-là, en tout cas, un film comme Othello, est pour moi totalement supérieur en termes de mise en scène à ce que pouvait faire Laurence Olivier. Même si dans Henri V, par exemple, en termes de cadrage, ce qui avait été fait, donc en cadrant comme au théâtre élisabétain, donnait une très grande liberté qui était assez cinégénique en l'occurrence. Mais le Richard III, par exemple, si on sauve l'interprétation de Laurence Olivier, cinématographiquement, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'a pu faire Welles. Julie, je posais la question parce que quand on monte Shakespeare, j'ai entendu des metteurs en scène français, Ariane Mouchkine par exemple, dire que si elle avait fait des Shakespeare orientaux, qui pouvaient être inspirés par l'Inde ou même par la Chine et le Japon, c'était qu'elle ne pouvait plus supporter l'idée de voir des gens en chausse et en collant. Voilà, c'est pour ça que je pensais aussi au Hamlet de Laurence Olivier, qui est quand même très comme ça. Et est-ce qu'on peut dire que Shakespeare, vu par Orson Welles, échappe justement à ça, même si Iago, dans ce film-là, est justement en chausse et en collant? Oui, il a un costume pas le plus saillant. Je vais plutôt laisser les spécialistes de cinéma se prononcer sur la comparaison entre Olivier et Welles. Mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, quand on mobilise ces films avec les étudiants, Olivier, on le regarde plutôt pour écouter le vers et regarder le jeu d'Olivier, alors que Welles, on regarde beaucoup plus les plongées, les contre-plongées, le cadrage. Donc on regarde plus la mise en scène. On regarde beaucoup plus la mise en scène dans Welles que les versions avec Olivier. Mais j'ai un petit regret, j'aurais bien aimé que dans le Macbeth filmé, on retrouve l'ambiance du Macbeth de scène qui défamiliarisait beaucoup plus, et j'aimerais bien voir davantage. François Mnouchkine a fait un Macbeth dans les tranchées de la Première Guerre mondiale pour changer, et puis tu faisais allusion aux pièces, disons, japonisantes, même si elles n'étaient pas intégralement. Donc je me rappelle, je crois que toutes les personnes qui ont vu Richard II, c'était, je ne sais plus, 83, 84, quelque chose comme ça, ont été extrêmement impressionnés, mais pour ma part, déjà, vous l'avez compris, amateur de Welles et en particulier de ses films shakespeariens, j'étais stupéfait parce que autant le reste était différent, autant le maniement des percussions était les mêmes. C'est moins vrai dans Othello, mais dans Macbeth, vous retrouvez exactement ce qu'il avait fait au théâtre, d'après les notes que l'on peut consulter encore aujourd'hui. Les percussions, quand vous avez uniquement des percussions et pas un orchestre, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez les faire apparaître, les faire disparaître à volonté. Et donc il s'en servait aussi bien de Mnouchkine que Welles, j'ai l'impression, de la même façon, pour, par exemple, la percussion s'arrête pour détacher le dernier mot ou le dernier vers d'une réplique qui résonne dans un silence de mort. Quant à Cassio, dit Iago dans le film, Let me be his undertaker, laissez-moi être son croque-mort. Ça a beaucoup plus de force si la percussion s'arrête juste avant. Ou bien souligner avec les percussions une réplique, une tirade plutôt, l'arrêter pour la suite, etc. Je ne pense pas qu'il y ait d'influence, mais en tout cas, même recherche. Alors, question à vous, Simon, et puis aux deux professeurs, parce que c'est un sujet très contemporain. Blackface, c'est-à-dire que Orson Welles, qui, on le savait, était quelqu'un de très progressiste politiquement, s'il y avait bien quelqu'un qui était l'ami des Noirs américains, c'était bien lui, et quand tout le monde ne l'était pas, cet Othello,
comment vous présentez le film à vos étudiants? Comment vous leur dites, ben oui, c'est un acteur blanc, dans la tradition, qui se grime en noir. D'ailleurs, on peut discuter de la façon dont il est maquillé, mais qui se grime en noir pour jouer ce grand général, ce grand capitaine, qui est un mort, donc qui est un noir, et qui est au service de la République de Venise. Comment on voit ça de nos jours? Ça passe pas très bien aujourd'hui, donc il faut beaucoup contextualiser. C'est un film il faut se replacer dans le contexte d'une tradition pour arriver à comprendre cette façon d'aborder le personnage. Après, aux États-Unis en particulier, il y a cette tradition du blackface dans les minstrel shows, ces spectacles extrêmement racistes du 19e siècle, et qui ont beaucoup marqué l'histoire de la représentation des Nord-Américains au théâtre. Ce que fait Wells, ce maquillage, qui d'ailleurs change un petit peu de teinte selon les plans, ne relève pas complètement de cette tradition-là, fort heureusement, parce qu'il n'y a pas du tout l'aspect caricatural qu'on a trouvé dans les minstrel shows. Mais c'est sûr qu'avec les étudiants, moi, je passe un grand moment à expliquer, à contextualiser, même si c'est plus facile d'aborder le maquillage de Wells que celui d'Olivier, justement. I mean, it's very much what Wells does in this film is very much what a classical actor playing Othello had done probably since Shakespeare's day. But Olivier, and nobody commented on this, there is of course a joke by Kenneth Tynan, where his review was headed with the phrase "Citizen Coon," coon being a derogatory word for that, and because he thought he'd made him too black, but in fact Laurence Olivier took an approach which created even more anger and hostility, which was that he really made a point of making up like a Caribbean black man. He went to immense lengths to make it credible. And it is very credible. He studied the way in which, because Britain was then, there was the first couple of waves of immigration of large numbers of black people to England, and Olivier made a point of studying people really, really closely. And if you please, Sammy Davis Jr. was a friend of his, and he studied Sammy Davis Jr. very closely at close quarters. This caused more offence. This upset people more, because they said this is really insulting. It isn't just putting on a sort of black and white minstrel kind of face. It's actually taking the identity of black people and converting that into a stage show. Ce que fait Wells en se grimant ainsi, ce qu'on voit dans Othello, c'est vraiment dans la veine, dans la tradition de ce que faisaient les acteurs classiques sur scène depuis sans doute l'époque de Shakespeare, déjà à l'origine. Même si des critiques un petit peu moqueurs ou malveillants, en tout cas qui n'ont pas aimé, avaient titré donc Citizen Coon à propos de lui, donc Coon étant un terme péjoratif pour un noir. Mais ce qu'a fait finalement Laurence Olivier, l'approche que lui a eue, de presque plus grande fidélité encore, d'aller encore plus loin là-dedans, a créé plus d'hostilité. Au bout du compte, il en a fait vraiment un personnage qu'il a grimé comme un noir, un antillais, parce qu'il voulait le rendre crédible. Et oui, c'est vrai qu'il est très crédible, mais il est allé jusqu'à étudier des hommes noirs pendant cette époque de vague d'immigration de noirs en Angleterre, et il était ami avec Sammy Davis Jr. et il a vraiment étudié son ami presque de façon un peu chirurgicale, et ça a finalement offusqué beaucoup plus les gens, les spectateurs et la critique. On a trouvé ça finalement plus insultant parce que c'était une forme d'appropriation. François. De ma part, c'est peut-être une question de génération, mais je ne contextualise pas, je ne contextualise jamais, je laisse venir le cas échéant des questions, mais sur Wells, je n'en ai jamais eu, sur Capra, oui, une fois ou deux. Tout ce que j'ai eu comme semi-protestation, c'était, il y a des années de ça, une copie qui se plaignait que le personnage de Lady Macbeth soit misogyne. Mais c'est écrit d'une façon telle qu'on avait l'impression que l'étudiante croyait que le personnage de Lady Macbeth avait été écrit au XXe siècle.
Non. Autre question, là, vraiment à vous qui connaissez Shakespeare infiniment mieux que moi, en tout cas, j'ai été très frappé, même dans Othello, qui est un film très agité. On retrouve l'agitation de Wells, la tension, ça va très vite. Dès qu'il a une idée plastique absolument sublime, là où un autre cinéaste s'arrêterait peut-être plus longtemps, ferait durer le plan, lui il passe toujours très très vite. Il y a quand même deux moments, deux monologues, où c'est un gros plan sur lui, sur Othello, où la caméra ne bouge pas et où tout d'un coup on a la longueur du plan. Alors le premier, c'est quand Othello dit au revoir à ses armées, à ses armes. Il dit, voilà, ces bateaux qui m'ont permis d'être un capitaine, etc., etc. C'est terminé. Premier monologue. Et puis évidemment le monologue final, où il dit, voilà, quand vous parlerez de moi, n'amoindrissez pas mes défauts et mes torts, mais ne les aggravez pas non plus. Et comment vous voyez cette volonté? Est-ce que c'est une volonté de respecter ces monologues shakespeariens, dont peut-être évidemment le plus connu est celui d'Hamlet, mais qu'on trouve à peu près dans toutes les pièces? Là, on a l'impression que l'homme de cinéma s'arrête, même s'arrête contre sa propre manière de faire, contre cette agitation wellésienne, pour aboutir à quelque chose de plus calme. Julie. Je trouve que c'est des moments très intéressants, ces moments de pause où on entend davantage le texte. Effectivement, on a plus le loisir d'écouter le texte, d'écouter la prononciation assez ciselée. Hein. Effectivement, c'est pas opératique, je suis d'accord. Il a des sifflantes très aiguisées, je trouve. Mais ce sont aussi des moments qui montrent aussi ce que le cinéma fait, que le théâtre ne fait pas, la différence. Au théâtre, même s'il y avait la lumière uniquement sur son visage ou sur le personnage, l'acteur est quand même perdu dans une grande scène. Il est seul sur une grande scène, il est petit à la fin de la pièce, même avec les autres autour. Alors que là, le gros plan sur cet écran immense, on voit, ça donne une vision presque subjective du personnage. Ça n'avait pas du tout le même effet qu'au théâtre, où on revient vers la communauté, vers le public, puisque l'acteur est au milieu d'une grande scène. Alors que là, il n'y a plus que lui, il n'y a plus que son visage. Donc les vers résonnent différemment, je trouve, en fonction de ce plan. Donc, l'une des grosses difficultés au cinéma lorsqu'on adapte Shakespeare, je ne parle pas des transpositions de Kurosawa qui sont tout à fait autre chose, c'est bien les monologues, comment faire pour que ce ne soit pas artificiel. Donc Wells, d'abord, il en supprime beaucoup. Dans Falstaff, c'est étonnant, hein, il y a beaucoup de monologues de Falstaff dans les pièces, mais Wells les supprime tous. Enfin, c'est pas qu'il supprime, pardon, c'est pas qu'il supprime le texte, c'est que chaque fois, Falstaff, qui est un homme, disons, public, s'adresse dans les films à quelqu'un d'autre. Dans Othello, Iago a quantité de monologues, je ne sais plus, 7 ou 8, il n'en reste plus aucun, du moins plus aucun dit en tant que monologue, et Othello en perd énormément. Il n'y a que Macbeth où vous avez vraiment des monologues, mais on va dans la même stylisation que ce que Frédéric vient de nous dire. Vous avez, donc tout n'est pas gardé, mais quand même, si ma mémoire est bonne, la plupart. Vous avez des trucages et vous avez le tout dernier monologue, celui où il est question de bruit et de fureur. Vous ne voyez même plus en gros plan ou en très gros plan Macbeth, tout ce que vous voyez, ce sont des brumes fuligineuses. Et vous entendez aussi un vent, vous avez entendu l'omniprésence du vent à la toute fin de Othello. Même chose, et puis finalement le vent s'arrête et il ne reste plus que la dernière réplique, l'effet dont je parlais tout à l'heure. Une volonté d'abstraction totale qui fait parfaitement passer de toute façon, c'est le film le plus stylisé, je crois, des trois. Dans Falstaff, il y a davantage, je ne vais pas parler de réalisme, mais on a un style plus très très relativement plus quotidien. This is where I return to my idea of it being operatic. What Wells does is to make these speeches arias. So, and you know, you can get into his head just as you can get into an opera singer's head in those great solos that they have. But I then have to ask one other question about the film, and probably about Wells's approach to Shakespeare, is
is one ever actually moved by it? And I have to say for myself, no. I'm enormously impressed, I'm excited, but I'm almost never taken really into the heart of the character. I find this with Macbeth as well as with Othello. And this is very interesting because Wells, in both cases actually, both in Macbeth and in Othello, less so, of course, in Falstaff, he does a kind of legato phrasing. It's almost as if he was in a sort of dream or a trance. And he speaks with great melancholy often, but never for me with actual emotional self-destruction. I never see that. Et ça nous ramène à ce que je disais tout à l'heure, effectivement, sur ce côté opératique du jeu de Wells. Il joue ses monologues un peu comme il joue comme un chanteur d'opéra, chanterait ses airs d'opéra, des solos qui permettent d'entrer dans la tête du personnage. Et ça m'amène à une question que je peux poser sur l'approche qu'a Wells de ses personnages dans les films qu'il fait en adaptation. Est-ce qu'on est ému par les personnages qu'il joue? Et pour moi, la réponse est non. Je suis évidemment impressionnée par ce que fait Wells, je suis enthousiaste, mais je ne suis pas touchée au cœur. Et dans Macbeth comme dans Othello, il a ce phrasé, un petit peu ce legato qui fait penser à un rêve ou à une transe avec beaucoup de mélancolie, mais je ne peux pas dire vraiment que je trouve ça poignant émotionnellement. Et même dans Falstaff? No, much less in Falstaff, but a great deal of Falstaff is in prose, which makes a big difference. It's speech, you know. And I think also, we said this 2 days ago, the character of Falstaff had unique personal resonances for Wells. He was, because of this whole business of his father having died and him having not been there and refused to see him, this whole thing about, I know thee not, old man, being a devastating phrase for Wells personally. I think it's his most personal performance ever. Well, that's to say, if we're talking about the emotional truth. Of course, Harry Lime remains his most completely human performance. Dans Falstaff, c'est moins le cas en effet, mais parce que Falstaff a beaucoup de prose. Donc c'est aussi pour ça, je pense sans doute que ça joue. Et aussi, comme on l'a dit avant-hier après la projection de Falstaff, c'est le personnage en lui-même de Falstaff avait un écho extrêmement personnel avec la vie de Wells lui-même, puisque son père était mort et lui avait été absent, avait refusé de le voir. Et cette phrase « Je ne te connais pas, vieil homme » est une phrase déchirante, voilà, aux yeux de Wells lui-même. Et pour moi, la performance, l'interprétation dans Falstaff est sa plus personnelle, en tout cas en termes d'émotion, même si humainement c'est plutôt son interprétation de Harry Lime. Je suis d'accord, et je crois que tout le monde sera d'accord avec Simon, aussi bien sur Macbeth et Othello que sur Falstaff. J'ajoute juste le témoignage du chef opérateur de Falstaff, qui avait aussi fait avant le procès avec Wells, et qui disait pour le tournage de cette scène, je ne te connais pas, vieil homme, Fall to Thy Prayers. C'était tellement personnel que lorsqu'il a tourné, une fois que c'était fait, tout le monde sur le plateau pleurait. Et pour ma part, j'ai aussi les larmes aux yeux. Dernière question avant de laisser la parole à la salle pour 2 ou 3 questions. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Moi, j'avoue que c'est sûrement ce que je connais le moins de l'œuvre de Wells, parce que je suis trop mauvais anglophone, spécialiste de Shakespeare encore moins, mais ces petits manuels, ces fascicules dont vous avez parlé tout à l'heure, qui s'appellent Everybody's Shakespeare, Shakespeare pour tous, on a envie de traduire comme ça, et c'est comme ça que vous le traduisez dans votre texte du catalogue, Julie. Comment vous les regardez en tant que spécialiste? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des introductions, ce sont des manuels, c'est déjà de l'exégèse un peu sérieuse. De quoi s'agit-il? Des invitations à mettre en scène. Une invitation à mettre en scène Shakespeare, à oser le faire. En fait. Voir Shakespeare en 3 dimensions, ou en 4, ou en 5, mais ce sont donc des éditions des pièces de Shakespeare avec des dessins de Wells et des indications de mise en scène. Et des indications de mise en scène qui sont parfois plurielles.
pour l'entrée de Viola au début de La Nuit des Rois, il propose plusieurs façons de faire. Alors, comme c'est une pièce qui commence par un naufrage, elle peut être portée dans les bras du capitaine. Mais comme c'est la première dame de la pièce, c'est peut-être mieux qu'elle rentre sur ses deux jambes en premier. Mais c'est possible aussi de faire rentrer tous les autres et elle en dernier, pour ménager un effet. Il propose plusieurs façons de faire, et ça dynamise, ça donne envie en fait de s'attaquer au texte, qui est bien sûr magnifique, c'est Shakespeare, c'est extrêmement riche, et ça donne des portes d'entrée qui sont concrètes, et qui sont visuelles aussi, qui sont sonores presque. Et quelques années plus tard, c'est devenu The Mercury Shakespeare, une fois qu'il avait son Mercury Theatre, les 3 mêmes pièces, avec l'ajout d'une 4e qui est tout simplement Macbeth, et accompagné d'enregistrements, qui étaient les premiers enregistrements, pas intégraux de pièces de Shakespeare, mais avec une proportion très vaste, avec ces acteurs du Mercury Theatre. Vous avez dans l'exposition à la fois un exemplaire ouvert de l'Opéra Shakespeare, des exemplaires de 3 pièces, de 3 livres du Mercury Shakespeare, et un 33 tours, je dirais, des enregistrements en question. Ils sont eux aussi merveilleux, avec de merveilleux compositeurs, Bernard Herrmann pour Macbeth. Mais l'important qu'il ne faut pas oublier, c'est qui étaient les destinataires. Et prioritairement, c'était les écoliers, c'était les lycéens, si on peut parler de lycée pour les États-Unis. Et la première fois, tu nous demandais comment on les prend. Au début, j'ai pris ça un petit peu pour des curiosités, étant donné aussi les conditions de création, on n'a pas le temps d'en parler. Et en réalité, il semble que ça ait énormément influencé plusieurs générations de collégiens et de lycéens qui s'en servaient vraiment, aussi bien les fascicules ou l'ouvrage en un volume que les enregistrements. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, un micro. Plein de micros. Merci. En fait, je voudrais en poser plusieurs, mais bon, je vais en poser qu'une seule. Tout à l'heure, vous avez évoqué une compétition entre Wells et Olivier lors d'un festival de cinéma. J'ai lu une fois en fait, ils avaient travaillé ensemble. Est-ce que c'est vrai et comment ça s'est passé? Rhinocéros. A catastrophe, basically. It was UNESCO. Rhinoceros, yes, sorry. Olivier Oswald said about 2 people particularly, Chaplin and Olivier, that they were killers. Both of them were killers. He said they had low peasant instincts and they would do everything they could to destroy you and unman you. And Olivier, about 2 weeks into the rehearsals, decided that it wasn't working. And he said to Wells, why don't you just go into the workshop, because Wells had designed it as well, and study work with the carpenters. We'll get on with the show. And so he was banished from the theatre until the first night. And he had his revenge by, it had a very elaborate sound system, and he spent the whole of the first night adjusting it, so that suddenly it was very loud, but sometimes it was very quiet. It was not a good experience. Bon, en résumé, c'était catastrophique. C'était sur donc, la pièce de Ionesco Rhinocéros. Wells disait, parlait de deux de ses contemporains, que ce soit c'était Chaplin et Laurence Olivier, que c'était des tueurs et qu'ils avaient l'instinct de paysans de bas étage et qu'ils feraient tout pour détruire les autres autour d'eux. Et au bout de 2 semaines de répétition, donc avec Olivier, il se supportait tellement pas qu'il lui a dit d'aller travailler, d'aller dans l'atelier pour continuer son travail. Et donc il a été banni comme ça du plateau jusqu'à la première. Mais il a obtenu sa vengeance. C'est-à-dire que pendant toute la soirée de la première, il a passé son temps à la console à régler le son et à faire des ajustements pour perturber le jeu. Monsieur. Bonsoir.
Je voudrais revenir sur une pièce de Shakespeare qui n'a pas été citée, qui s'appelle en anglais The Merry Wives of Windsor, donc les joyeuses épouses de Windsor, dans laquelle Falstaff a le personnage principal et dans laquelle il est le jouet de deux épouses qu'il a eu le malheur de draguer, et elle se venge gentiment en faisant toute une manipulation sur lui. Je voudrais savoir si cette pièce a eu une influence sur Falstaff par Orson Welles, parce qu'il me semble avoir aperçu plusieurs personnages qui sont dans cette pièce et qui sont aussi dans le film. Je voudrais savoir si ces personnages étaient juste là ou s'ils sont dans le film parce qu'ils étaient aussi dans Henri IV, Henri V. Une partie du texte vient de Merry Wives of Windsor, mais là il faut céder la parole à Simon parce que Simon a joué Falstaff dans Wives, Merry Wives, une comédie musicale adaptée de cette pièce. Et par ailleurs, autant le dire, Simon a aussi joué sur scène Chimes at Midnight avec Keith Baxter, qui joue le prince ici et qui jouait le roi. What was the question? About the Merry Wives. What about were there no influence at all on this? Whatever. You know, it's the famous story is that after Henry IV Part 1, the Queen Elizabeth I, said to Shakespeare how much she liked the part of Sir John Falstaff, and now he had to show her Sir John in love. And so then he wrote The Merry Wives of Windsor, and then he wrote the second part of Henry IV Part 2, the second part, Henry IV. And so what most people, most critics regard The Merry Wives as a very inferior play, and that Falstaff is very inferior. The characterization of Falstaff is very inferior. It loses a great deal of what makes him wonderful in the other two plays. I disagree with this. I think it's a stroke of genius, and my great desire is to play Falstaff again in all three plays with The Merry Wives of Windsor in the middle, because this is what happens to a man who has no war to fight. He's a soldier, he has no war to fight. He ends up in Windsor trying to make love to various married women. But what else would he do? That's what Falstaff would have done. And then the second part of Henry IV, Falstaff is much aged and depleted, and it makes a perfect cycle. But I've never heard anybody doing it, ever. But I don't think it influenced Wells at all. Non, je pense pas que ça l'ait influencé. En fait, l'histoire veut que, après que Shakespeare a écrit et monté Henri IV partie 1, la reine Elisabeth Ier a tellement aimé le rôle de Falstaff qu'elle lui a dit qu'elle aimerait le voir dans une autre pièce en personnage amoureux. Et c'est pour ça que Shakespeare a écrit Les Joyeuses Commères de Windsor, et ensuite, seulement après, il a écrit Henri IV partie 2. Les critiques ont vu cette pièce comme inférieure, et la caractérisation du personnage aussi de Falstaff comme étant un petit peu en dessous. Moi, je ne suis pas d'accord, je trouve qu'en fait, c'est vraiment du génie, et je trouve que ce serait une idée merveilleuse de rejouer ces pièces successivement dans l'ordre dans lequel elles ont été écrites, avec au milieu Les Joyeuses Commères de Windsor, puisque au milieu, donc, comme Falstaff n'a pas de guerre à faire, qu'est-ce qu'il allait faire d'autre que ce qu'il fait dans Les Joyeuses Commères de Windsor, effectivement, séduire ces dames. C'est totalement fidèle à son personnage. Et ensuite, on le voit donc dans Henri IV partie 2, un homme plus âgé, plus diminué, et je trouve que ça ferait vraiment une trilogie merveilleuse. Monsieur. Oui, bonsoir. Peut-être une question pour le biographe d'Orson Welles. Que sait-on exactement aujourd'hui du rapport d'Orson Welles à la Shakespeare Authorship Question, c'est-à-dire la question de l'autorialité des œuvres de Shakespeare? Parce qu'on voit bien dans le film, comme on l'a vu dans l'entretien avec Richard Marion Strauss, que ce que dit Orson Welles de Shakespeare est tout à fait compatible avec la vision traditionnelle qu'on a de l'auteur de ses œuvres. Mais on prête à Orson Welles, dans sa jeunesse, des propos remettant en cause
cette attribution. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Est-ce que Wells a évolué sur cette question? Voilà, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui là-dessus? I don't think he had much time for them. I think he felt he knew Shakespeare intimately, and he did from a very, very early age, you know. He did write a rather wonderful piece about Shakespeare, which I could read, but should I? It's very brief. It's very brief. It's what he wrote when he was 15, you know, and it is rather fantastic. Of course, if I can find. Oui, bon, pour moi, en fait, il n'avait pas le temps de s'intéresser à ces questions-là. Il avait vraiment la sensation de connaître intimement Shakespeare depuis très jeune. On va vous lire un extrait. Meanwhile, ask another question. Alors, pendant que Simon retrouve sa citation, voilà, il y a encore une dernière question. Oh là là, non, avec un micro. Attendez, il arrive. Merci. Il y a quelque chose, il y a un point sur lequel, que vous n'avez pas du tout abordé, c'est le fait que la pièce de Shakespeare et le film d'Orson Welles sont centrés sur une maladie mentale qui est grave, qui est un délire de jalousie, que je trouve extrêmement bien rendu. Hein, quand le doute entre dans l'âme de Orson Welles, enfin de Othello, quand la crainte, le désarroi saisit Desdemone, quand plusieurs personnages se manipulent les uns les autres. Je crois que Freud a parlé de ça, il a dit qu'il y avait deux jaloux dans Othello. Il y a Othello et il y a aussi Iago. Et ces deux, je crois que dans Shakespeare, les personnages sont souvent dupliqués entre deux personnages. Et là, il y a Othello et il y a Iago qui sont deux faces d'un même personnage. C'est le jaloux. Et je pense que c'est le point central de la pièce. Et c'est aussi le point central du film, cette jalousie qui va corrompre complètement Othello et qui va tuer Desdemone. Je réponds rapidement. Comme vous l'avez dit au début, c'était pas une question, mais une série de remarques. Donc je pense que tout le monde est d'accord avec vous. Je précise juste le regard que porte Iago, tel qu'interprété par Michael McLemore, au moment où Othello retrouve Desdemone. Donc oui, Wells en parle dans son film Finnick Othello. Je ne sais pas s'il repassera plus tard, il est déjà passé. Son émission de télévision, des années 70, la jalousie aussi de Iago, la jalousie perverse, je crois, dit-il. Mais sur les motivations de Iago, vous savez, il y a un livre entier sur le personnage de Iago uniquement. Il y a une fameuse phrase de Coleridge au XIXe siècle qui parlait de la méchanceté sans motif de Iago. Vous avez dans le texte, vous avez quantité d'explications différentes, ce qui veut dire qu'en réalité, il n'y en a aucune, et c'est ça qui rend le rôle si magique pour les acteurs. Simon, vous avez retrouvé votre citation. Oui. This is what he wrote in the preface to Everybody's Shakespeare, and it's headed On Staging Shakespeare and On Shakespeare's Stage. Shakespeare said everything, brain to belly, every mood and minute of a man's season. His language is starlight and fireflies and the sun and the moon. He wrote it with tears and blood and beer, and his words marched like heartbeats. He speaks to everyone, and we all claim him, but it's wise to remember, if we would really appreciate him, that he doesn't properly belong to us, but to another world that smelled assertively of columbine and gunpowder and printer's ink, and was vigorously dominated by Elizabeth.
the Queen, of course. And I just, before you translate that, Anaïs, Thornton Wilder, the famous American dramatist and novelist and professor, said of it, this paragraph, said Thornton Wilder, is the greatest thumbnail summation of Shakespeare's genius ever written. He was 15 at the time. Dans la préface de Shakespeare pour tous, donc c'était sur mettre en scène Shakespeare. Il dit que donc Shakespeare a tout dit, a tout décrit, des humeurs, dans un langage absolument étincelant, qu'il écrivait à la fois avec des larmes, du sang et de la bière, et que ça parle à tout le monde et qu'il ne nous appartient pas à nous, mais qu'il appartient à un autre monde, un monde qui sent la poudre et l'encre et qui est dominé par la reine Elisabeth. Un critique, Thornton Wilder, a dit que c'était une sorte de résumé, de condensé du génie absolu. Conclusion parfaite. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci à Anaïs pour la traduction. On se continue sur la mise à ligne pour les séances de signature et continuer la conversation avec nos invités. Merci. At last we appear together on the same stage.